Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur les langages de programmation Kotlin. Nous allons consacrer cette partie sur la notion de fonction d'ordre supérieur, les fonctions lambda, ainsi que la notion sur l'annulabilité, une notion qui permet d'écrire un code source sécurisé contre les bugs. Bien, sans plus tarder, nous allons devoir commencer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord faire un pas en arrière sur ce qu'on a déjà vu dans la partie sur les bases du langage de programmation Kotlin, la notion sur les fonctions. Une fonction, telle qu'on l'a définie, c'est un ensemble d'instructions qui permettent d'exécuter une tâche spécifique. Par exemple, ici, je vais d'abord créer un fichier que je vais nommer fonction ordre supérieur, comme ceci. Puis ensuite, je vais valider. Fonction ordre supérieur, ça veut dire tout simplement en anglais, c'est le mot qui est couramment le plus utilisé, high order function. Bien, je vais définir directement la fonction main qui va nous permettre d'exécuter notre programme. Ça, on le sait déjà. Bien, il peut arriver que nous voulons créer un programme qui calcule la somme de deux nombres, par exemple. Comme il existe autant de nombres possibles, je ne serai pas en train de définir la logique pour le nombre 1 et 5 par exemple, 100 et 32 par exemple, ainsi de suite. En tout cas, c'est fastidieux. D'où nous avons dit que le mieux, c'est de créer une fonction avec des instructions pouvant faire cela, que nous pourrons toujours faire recours en cas de besoin. Ainsi donc, à ce niveau, je vais créer une fonction fun somme, par exemple, et là, définir le paramètre nombre 1, qui est du type int, ainsi que le paramètre nombre 2, toujours du type int, et dans les blocs affichés par println, ça sera entre les guillemets, string template, dollar nombre 1, plus dollar nombre 2 qui est égal, et là je vais ajouter une expression, dollar, là j'ajoute des signes d'accolade, qui serait en train de retourner ici la somme de n nombre 1 plus nombre 2. Cool. Dans la fonction main, on peut appeler cette fonction par son nom, somme comme suit, et on passe comme argument ici 4 par exemple, et 9 pour le nombre 2. Je peux appeler cette fonction autant de fois que je le souhaite. Ici encore par exemple, je peux au lieu de 4, ce sera 14, la somme de 14 et 9. Bien, lorsque j'exécute, j'ai les résultats pour toutes les deux instructions. Nous avons aussi vu qu'une fonction peut retourner une valeur ou pas. Ici, par exemple, cette fonction ne retourne pas des valeurs. Une fonction qui ne retourne pas des valeurs, on doit bien préciser le type de la valeur de retour. Mais ici, comme la fonction ne retourne rien, en tout cas, on ne met rien. Lorsqu'une fonction ne retourne rien, elle a comme type de retour unit. Ici, par exemple, on peut ou ne pas mettre unit, ça ne change rien. Et maintenant, si l'on ne veut pas juste afficher la somme, mais que l'on veut juste retourner la valeur de la somme, là, à ce niveau, la fonction doit retourner nécessairement une valeur et on doit bien préciser le type de la valeur qui sera retournée. Là, je vais mettre le type int, tout juste ici. Et à la fin du bloc, on utilise le mot-clé return et préciser la valeur qui sera retournée par cette fonction. Ici, ça sera la valeur nombre 1 plus nombre 2. Maintenant, à ce niveau, à l'appel de ces deux fonctions, ce sont juste des valeurs. Si l'on veut les afficher, il faut alors les définir comme argument de la fonction println comme suit. Et lorsque j'exécute, cool,
nous avons le résultat sur la console. Bien, alors c'est quoi une fonction d'ordre supérieur? C'est quoi un high order function? Une fonction d'ordre supérieur est une fonction qui accepte une fonction en tant que paramètre ou renvoie une fonction ou peut faire les deux. Accepter une fonction paramètre et renvoyer une fonction. Cela signifie qu'au lieu d'avoir juste des paramètres avec des types int, string et tous ces machins dans une fonction, nous pouvons avoir une fonction en tant que paramètre dans une autre fonction. En fait, je vais illustrer cela par cet exemple. Je vais d'abord enlever tout ceci. Et là, je vais définir d'abord cette classe. Ce sera une classe, une data class. Le nom c'est personne, avec juste deux attributs. La première, val nom du type string, que j'initialise directement à lui. Et la deuxième propriété, val post-nom, aussi du type string, que j'initialise à Moussoulé. Good. Disons que nous voulons créer un programme qui permettra d'extraire juste les noms aux objets personnes, ou autrement dit, de récupérer juste les noms aux objets personnes. Pour implémenter cela avec l'approche d'une fonction d'ordre supérieur, là, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, à ce niveau, je vais devoir créer une fonction, toujours par le mot-clé fan. La fonction, je vais la nommer des personnes comme suit. From person, la fonction des personnes. Et en paramètre, cette fonction aura comme paramètre personne. La personne, en paramètre, cette fonction aura comme paramètre personne et du type personne. En fait, l'objet personne qu'on sera en train d'extraire juste les noms. Et en deuxième paramètre, une fonction, évidemment, comme on l'a dit tantôt, une fonction d'ordre supérieur doit avoir une fonction paramètre. Et là, comment on définit une fonction paramètre? Là, le nom de la fonction sera fn. Et par la suite, je définis les paramètres que peut avoir cette fonction, en paramètre, bien sûr. Là, je mets des points. Et entre parenthèses, cette fonction aura besoin d'un paramètre de type string. Là, je précise juste le type. Et après ça, je dois préciser les types de retour de cette fonction par cette flèche comme suit, tirer puis signe de supériorité. Et en fait, ma fonction ne va rien retourner, d'où je mets ici unit. Et dans ces blocs, qu'est-ce que je serai en train de faire? Ici, je serai juste en train de charger cette fonction en paramètre. Je serai en train de charger son paramètre qui est du type string. Par quoi? Par la propriété de l'objet personne, la propriété nom. Parce qu'évidemment, nous voulons créer un programme qui retourne juste les noms de la personne, de l'objet personne. Ici, nous avons une fonction qui prend en paramètre une autre fonction. Déjà, avec ces statuts, avec cette squelette, nous pouvons dire directement que c'est une fonction d'ordre supérieur. Tout simplement parce qu'elle prend une autre fonction à paramètre. Alors, pour faire appel à cette fonction, nous devons définir la fonction à passer en paramètre de la fonction des personnes ici. Et je vais donc la nommer fan, récupérer nom. Comme vous pouvez voir en paramètre de la fonction des personnes, la fonction qui doit être passée en paramètre doit avoir un paramètre du type string et c'est une fonction qui ne retourne rien. D'où la fonction que je dois définir ici qui sera passée en paramètre de cette fonction à paramètre de la fonction des personnes doit avoir aussi les mêmes caractéristiques. Ici donc, fan récupérer nom doit avoir un paramètre de type string. Ici, je mets nom de type string. C'est une fonction qui ne retourne rien. Tout ici, je peux
ou ne pas mettre unite, ça revient au même. Et dans le bloc, je vais mettre print ln et j'affiche juste le nom. En tout cas, c'est l'instruction qui sera en train d'exécuter cette fonction. Maintenant, dans la fonction main, ici, j'ai déjà tous les ingrédients pour que la fonction des personnes puisse marcher. Oups, nous avons encore besoin de l'objet personne ici. Cool. Je vais directement instancier un objet personne à ce niveau par val personne 1 qui est égal à personne comme suit. Cool. Là, je peux alors dire que j'ai tous les ingrédients pour que la fonction des personnes puisse marcher. Nous avons ici l'objet personne qui sera passé en paramètre comme argument. Et nous avons juste à ce niveau la fonction récupérer nom qui sera aussi passée en paramètre comme argument. Cool. Je vais donc appeler la fonction des personnes. De quelle personne ici en premier paramètre personne 1. Et qu'est-ce qu'on sera en train de faire de l'objet personne 1? Quelle action faire ici sur personne 1? Ici, nous devons préciser la fonction à passer à paramètre. Remarquez ici, ça doit être une fonction qui prend en paramètre un argument de type string. Ça tombe bien, nous avons déjà défini cette fonction juste ici. Pour passer cette fonction comme argument ici, je dois utiliser les deux points comme suit. À quoi ça sert? Ça permet tout simplement de faire référence soit à une classe ou à une fonction. Ici, je souhaite faire référence à la fonction récupérer nom. Ici donc, je vais mettre récupérer nom. Et c'est tout vraiment. Là, on peut lire par exemple cette fonction des personnes. Personne 1 ici, et récupérer juste le nom de personne 1. Voilà. Je vais exécuter. Et oui, nous avons juste la valeur de la propriété nom de l'objet personne 1 qui est affichée. C'est cool. Cette manière de développement est celle qu'on appelle la programmation fonctionnelle. Bien, c'est un peu un paradigme un peu différent avec la programmation orientée objet qui est basée sur les fonctions. On définit les fonctions, on les appelle et ça fait des choses. Cool. Bien, il y a une manière de simplifier l'écriture de tout ceci grâce aux fonctions lambda. Avec les fonctions lambda, en tout cas, on n'a pas besoin d'accéder à la fonction en paramètre par son référence. Les lambda functions permettent de passer aux paramètres d'une fonction de premier ordre aux paramètres de la fonction permettent de passer directement une expression. Et juste ici, au niveau de la fonction comme paramètre, tel que j'ai dit tantôt, ça sera passé comme une expression d'une fonction anonyme. Et pour ce faire, on ouvre les accolades comme suit. Et là-dedans, ici, la fonction lambda a un paramètre de type string. Lorsqu'on définissait la fonction d'ordre supérieur des personnes, la fonction à paramètre fn a quoi a un paramètre de type string. Et à ce paramètre, nous avons chargé juste le nom de l'objet personne qui est passé en premier paramètre. D'où, lorsqu'on appelle la fonction lambda comme ceci, ça retourne directement la valeur de la variable chargée dans la fonction lambda. Bien. Et là, pour déterminer les blocs d'instruction de cette fonction, là, j'ai mis les flèches. Là, j'ai mis une flèche tirée signe de supériorité. Et là, je peux directement appeler la fonction récupérer nom, comme ci, qui a besoin en paramètre la valeur qui a été chargée à la fonction paramètre de la fonction d'ordre supérieur. Ici, il s'agit dit non. Je vais exécuter. Cool. Ça marche. Ça marche.
Ici, on peut dire, bon, je ne souhaite pas que les instructions de la fonction à paramètres soient définies ailleurs comme on l'a fait ici. Nous avons déclaré une nouvelle fonction qui a été utilisée juste ici. Je peux donc supprimer cette fonction et ici même définir ce que je souhaite faire avec les noms renvoyés par la fonction lambda. Ici, je peux dire, bon, je souhaite afficher les noms en majuscule. Là, je peux déclarer une variable val nom majuscule qui est égale, et là, à la variable nom, j'appelle la fonction upperCase comme suit, et juste en bas, appeler la fonction println où je passe nom maj comme argument. Lorsque j'exécute, cool, ça marche. Remarquez une chose ici, nous-mêmes, nous avons défini le nom du paramètre de la fonction lambda à nom. Implicitement, lorsqu'on ne définit pas cela, Kotlin crée une variable dont le nom est it, dans laquelle on retrouve la valeur du paramètre de la fonction lambda. Ici, par exemple, je vais supprimer nom. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de la flèche ici. Je vais aussi l'enlever. Comme vous pouvez voir, nous avons ici it, qui est une variable du type string. En fait, c'est une variable qui fait juste référence à la valeur chargée dans les paramètres de la fonction lambda, chargée à ce niveau. Ainsi donc, au lieu de nom ici, ça sera it. Cool. Je vais exécuter, vous allez voir que ça va toujours marcher. C'est bien. L'autre truc intéressant avec les fonctions lambda est qu'on peut définir ces blocs ici directement à l'extérieur des paramètres comme argument, mais plutôt ici, alors ça sera défini comme le bloc d'instruction de cette fonction. D'ailleurs, c'est ce qui est le plus utilisé. Je vais donc prendre ceci et le coller juste à ce niveau. Vous pouvez voir que ça marche toujours. Nous avons un code très concis et très bien lisible. Lorsque j'exécute, comme vous pouvez voir, ça marche toujours. C'est un peu ça très cher dev sur ce qui est des fonctions d'ordre supérieur ainsi que les fonctions lambda. Bien, allons voir alors la notion sur les fonctions d'extension. Ceci est une fonctionnalité très importante avec le langage de programmation Kotlin. C'est une notion qui est relative à la programmation orientée objet. Allons-y toujours avec cet exemple pour illustrer cela. Nous avons à ce niveau défini la classe personne. En tout cas, lorsqu'on définit une classe, on détermine tous les membres de cette classe-là, les propriétés ainsi que les méthodes. Et pour accéder à ces propriétés ou ces méthodes, nous devons bien sûr avoir un objet de cette classe. Comme ici, nous avons l'objet personne 1 de la classe personne. Alors, pour accéder aux membres de cet objet, il faut alors appeler à l'objet personne 1 tous les membres disponibles. Par quoi? En mettant un point comme suit. Et comme vous pouvez voir, nous avons ici la propriété nom ainsi que la propriété personne. Mais on remarque qu'il y a aucune méthode qui est disponible pour cette fonction. Évidemment, nous n'avons défini aucune fonction dans la classe personne. Et tous ces machins vraiment ont été redéfinis par Kotlin, étant donné qu'il y a chaque classe dérive, des trucs comme ça, des machins. Bon, ce qui nous intéresse ici d'abord, c'est les propriétés que nous-mêmes avons définies. Juste la propriété nom et post nom, et il n'y a aucune fonction. Avec Kotlin, grâce à la fonctionnalité des fonctions d'extension, nous avons la possibilité d'étendre nous-mêmes les membres d'un certain objet d'une certaine classe, sans être vraiment ici l'auteur de la classe. Oui, il est vrai que c'est nous qui avons défini la classe personne. En tout cas, nous avons les pleins accès. Mais ce que vous devez comprendre, cela s'applique même au type ou classe que nous n'avons pas nous-mêmes défini. Vous pouvez le faire par exemple
au type int, string, des classes Java et tout le reste. En tout cas, on a la possibilité de les étendre. Comment ça se fait alors? En tout cas, c'est simple. Ici, nous pouvons définir notre fonction d'extension, toujours par les mots-clés fun, suivi par la classe ou les types qu'on souhaite étendre. Pour moi, il s'agit de la classe personne. Ici, dans le contexte des fonctions d'extension, la classe personne est considérée ou appelée comme le type dit récepteur. Et juste ici, on met point, puis on définit ici les noms de la fonction d'extension. Ici, par exemple, je souhaite retourner les noms complets de tous les objets personnes. Comme vous pouvez voir, cette fonctionnalité n'existe pas dans la classe où le type récepteur, ici personne. Mais là, je suis en train d'étendre cette fonctionnalité. Ça sera get nom complet par exemple. Je mets les parenthèses. C'est une fonction comme tant, en tout cas c'est une fonction comme tant d'autres. Ça peut ou ne pas retourner une valeur. Disons que c'est une fonction qui va retourner une valeur. Là, je mets string comme je souhaite que ça retourne une valeur du type chaîne de caractères. Et dans ces blocs, alors, ce qui est alors cool avec les fonctions d'extension, dans ces blocs, nous avons accès à tous les membres du type récepteur, à tous les membres de la classe qu'on est en train d'étendre à partir du mot-clé 10. Ici, par exemple, la fonction sera en train de retourner return, sera en train de retourner une chaîne de caractères comme suit. La chaîne de caractères sera la concaténation de la propriété nom ainsi que de la propriété post-nom. Pour accéder à nom, comme je l'ai dit, signe $10, là j'appelle la propriété nom, espace, arrobase 10, la propriété post-nom. Cool. Maintenant dans la fonction main, comme nous avons déjà un objet personne 1 du type personne et que dans notre code ici, nous avons étendu la classe personne de cette fonction, tous les objets de cette classe auront directement accès à cette extension. C'est vraiment génial. Ici, par exemple, je peux vouloir afficher le nom complet de la personne. Là, print ln à l'objet personne 1 par les points. Regardez, j'ai maintenant accès, comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons accès à la fonction getNom complet qui retourne le nom complet de la personne. C'est cool. Je vais exécuter. Waouh, c'est vraiment génial. Nous avons le nom complet affiché sur la console. On aurait pu vouloir récupérer juste les noms comme on l'a fait avec les fonctions d'ordre supérieur. Pouvons-nous dire qu'on devrait juste utiliser des fonctions d'extension au lieu de nous tracasser avec des fonctions, des paramètres fonctions ou encore des fonctions lambda? Bien au contraire, les fonctions d'extension en tout cas sont celles qui donnent vraiment du sens et de l'importance aux fonctions d'ordre supérieur. Ici, par exemple, il peut arriver qu'on souhaite avoir une expression qui nous permettra de retourner le nom complet, par exemple, d'un objet personne et se servir de ce nom complet, par exemple, pour exécuter une certaine opération. Là, la fonction d'extension doit nécessairement être une fonction d'ordre supérieur. Elle doit avoir une fonction comme paramètre, laquelle fonction ces instructions seront définies à l'appel. Comment alors? Ici, au lieu d'une fonction qui retourne une valeur du type string, disons que ça sera juste une fonction qui ne retourne rien. Et en paramètre, comme on l'a dit, ça sera une fonction fn. Comme suit, la fonction aura un paramètre du type string et ne sera pas en train de retourner rien. Je vais mettre ici flèche et là je mets unit. Comme ça ne va rien retourner. Et dans ce bloc, ce que je serai en train de faire, je serai juste en train de charger cette fonction fn
à son paramètre du type string charger les noms ainsi que les post-noms de l'objet personne. Ce sera récupéré à partir $10. Et là, j'appelle la propriété nom, espace, encore signe $10, point post-nom. Déjà ici, je vais mettre ceci en commentaire et appeler à l'objet personne 1 la fonction d'extension getNom complet comme suit. Je vais ouvrir les accolades à l'extérieur comme suit pour appeler la fonction lambda. Et oui, on peut voir déjà qu'on a la variable it du type string dans laquelle on retrouve la valeur du paramètre de la fonction lambda. Ici, les noms complets. On peut la nommer autrement comme on l'a vu précédemment. Je vais laisser tel quel. Alors, dans cette fonction, je peux exécuter des instructions que je souhaite, tout en ayant les noms complets de l'objet personne que je peux utiliser comme je veux. Ici, par exemple, je peux dire, bon, je souhaite juste afficher les noms complets. Et là, print ln et à paramètre, je passe it comme suit. Je vais exécuter. Et oui, ça marche comme vous pouvez le voir. Nous avons le nom complet juste ici. C'est vraiment cool. C'est dans ce cadre que le langage Kotlin a développé des méthodes pour manipuler les collections ou les tableaux. Récupérer par exemple les premiers éléments de la liste, filtrer un tableau, renverser un tableau. En tout cas, il y a plein de fonctions d'extension d'ordre supérieur qui sont utilisées pour simplifier la vie des développeurs avec des algorithmes à couper les souffles. Des fonctions comme map, des fonctions comme find, des fonctions comme sort. En tout cas, il y en a plusieurs. Tout cela ont été développés avec cette approche qu'on vient de voir. Il y a aussi les scope functions pour opérer sur les objets d'une manière très concise. En tout cas, nous n'allons pas voir vraiment toutes ces notions dans ce cours, mais si vous maîtrisez déjà cette notion sur les fonctions d'ordre supérieur, les lambda, ainsi que les fonctions d'extension, je peux vous assurer que juste avec une petite documentation ou même avec l'assistance de l'IDE, IntelliJ IDE ou encore Android Studio, vous pouvez facilement vous en sortir. En tout cas, c'est génial. Enfin, pour cette partie et pour ce cours, nous allons voir une notion encore importante, celle sur la nullabilité. Pour ça, je vais devoir créer un autre fichier que je vais nommer nullabilité comme suit. Bien, la fonction main pour exécuter notre code comme suit. Normalement, lorsqu'on déclare une variable, comme on l'a toujours fait, par défaut, ça n'accepte pas de valeur nulle. Je vais essayer ici, val nom, par exemple, du type string. Et lorsque j'assigne à cette variable la valeur nulle, comme suit, comme vous pouvez voir, le compilateur signale une erreur. Et maintenant ici, si vous voulez que votre variable puisse être à mesure de contenir une valeur nulle, au cas où vous en avez besoin, dans ce cas, il faut, après les types ici, mettre les signes point d'interrogation comme suit. Et là, comme vous pouvez voir, l'erreur a disparu. Ceci veut dire tout simplement que la variable peut contenir une valeur du type string ou une valeur nulle. Cela s'applique pour tous les types. Et plusieurs fois, lorsqu'on développe un programme, il arrive qu'on exécute sans pour autant le savoir une certaine opération sur un objet dont la valeur est nulle. Et cela occasionne toujours des erreurs, la fameuse erreur null point exception. Mais la syntaxe Kotlin offre des mécanismes propres pour éviter cela. Imaginez par exemple ici qu'on veut afficher la taille de la chaîne de caractères non, pendant qu'il est encore nulle. Ici, en appelant un paramètre de la fonction println à l'objet nom, la propriété length comme suit, vous pouvez voir qu'il y a une erreur. Le programme ne peut pas compiler. Le compilateur comprend. Comme cette variable peut avoir une chaîne de caractères du type string qui peut être nulle, en tout cas, je me réserve de prendre le risque d'exécuter une instruction sur une variable qui peut avoir une valeur nulle.
Voilà un peu, chers amis. Même si je mets ici une valeur qui n'est pas nulle, aussi longtemps que le type est nullable, Kotlin n'acceptera pas de prendre ce risque. Pour être à mesure d'écrire cette instruction, il y a plusieurs options. La première consiste à faire un test avec la structure conditionnelle if. Par exemple, ici, pour que le compilateur te laisse en paix, il faut ajouter ici if non est différent de nul. Et dans ce bloc, si on met cette instruction, et oui, l'erreur disparaît. Et là, notre code peut être exécuté sans aucun problème, comme vous pouvez le constater. Cool. L'autre possibilité consiste à mettre ici les signes d'interrogation comme ceci. Cela permet de retourner la valeur de la chaîne de caractères si non n'est pas nul et de retourner le nul si carrément non est nul. On appelle ceci un appel sécurisé. Et si vous voulez que l'opération soit faite juste quand non n'est pas nul, là je vais enlever ceci et appeler à l'objet non le scope function let comme suit. Et dans le bloc de cette fonction lambda et en paramètre de cette fonction, nous avons le contexte de notre objet à partir de la variable it dans laquelle on retrouve notre chaîne de caractères. Ici, je peux alors afficher par println et en paramètre je mets it. Lorsque j'exécute ce programme, cette instruction ne s'exécutera que si non n'est pas nul. Lorsque j'exécute, vous pouvez voir que rien ne s'affiche. Mais lorsque je mets une valeur autre que nul, par exemple, je vais exécuter et oui, on peut voir la valeur sur l'écran. Une autre option, je vais enlever encore ceci. Cette option consiste à utiliser l'opérateur Elvis, une expression qui retourne une valeur si seulement si la variable n'est pas nulle. Au fait, c'est comme une expression conditionnelle if qui retourne une valeur, mais dans une forme très simplifiée. On peut donc mettre ici println et en paramètre, nous allons utiliser un opérateur Elvis pour retourner la valeur si seulement si non n'est pas nul. La valeur de l'objet non, point d'interrogation. On appelle la propriété length. Et si c'est nul, là on met point d'interrogation, puis des points. On sera en train d'afficher le texte valeur nulle. Comme suit. Je fais exécuter. On a la valeur sur la console. Mais si non est égal à nul comme suit, et que j'exécute de nouveau, nous avons le message valeur nulle. Cool. Une autre option consiste à utiliser les deux points d'exclamation. Là, c'est comme si on se disait advienne que pourra, de toutes les façons, je souhaite coûte que coûte effectuer l'opération sur une variable de type nullable. Normalement, on recourt à cette approche lorsqu'on est vraiment sûr que la variable n'est pas une valeur nulle. Lorsqu'on utilise les deux points d'exclamation à une variable dont la valeur est nulle, cela déclenchera la fameuse erreur null.exception. Ici, par exemple, à l'objet non, je mets les deux points d'exclamation, puis length. Lorsque j'exécute, sûrement que ça va retourner une erreur. Tout simplement parce que non est nul. En tout cas, c'est ça. Avec tout ceci, Kotlin propose une manière très efficace pour écrire un code source bien sécurisé avec moins de bugs possible. Et c'est par ceci que nous mettons un terme à cette partie et à ce cours, très chers développeurs. Un cours que nous avons consacré sur les notions basiques et quelques notions avancées sur les langages de programmation Kotlin. On ne pouvait pas explorer toutes les fonctionnalités de ces langages de programmation modernes. Un langage de programmation, ça évolue du jour au jour. Mais dans ce cours, nous avons quand même donné toutes les bases nécessaires avec des exemples pratiques qui vous permettront de bien vous adapter à n'importe quelle nouvelle situation avec ces langages de programmation. Si vous voulez continuer à apprendre de nouvelles choses sur ces langages,
Vous pouvez visiter ces sites officiels de ces langages où on retrouve une documentation à jour très cohérent. En tout cas, merci d'avoir suivi ce cours jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager avec les autres, à aimer la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-nous cette faveur en vous abonnant. Ça nous fera énormément plaisir. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.